Parce que je me suis posé des questions aussi quand j'ai rédigé un inédit sur postmodernisme et critique littéraire. Et donc effectivement je vais partir aussi de l'histoire de la littérature russe publiée chez Fayard et du dernier volume, Gel et dégel, publié en 1990, qui s'achève sur un chapitre intitulé « La littérature du troisième dégel ». Donc près de 30 ans après, il me semble nécessaire de faire une sorte de bilan peut-être de ce dégel et effectivement d'écrire le chapitre suivant. Donc, selon les auteurs de ce volume, la littérature russe de la fin des années 80 aspire à un retour à la normalité. Elle souhaite retrouver le monde des valeurs fondées sur la morale chrétienne, c'est page 904. Le mot postmodernisme est utilisé une seule fois, avec un accent peu équivoque, révélant une attitude négative explicite. Donc je cite, « Et pourtant on ne saurait dire que cette génération est entièrement libre, elle est libre négativement, destructivement, soviétique ou anti-soviétique, voilà l'alternative où elle se place. De là sa révolte dans les domaines de la forme, de la fable, du style, l'introduction des obscénités, de la pornographie, la rage contre soi, etc. On refuse d'écrire à la manière du réalisme socialiste, mais alors on écrit à la manière de Nabokov, de Joyce, de Proust, des avant-gardes d'hier ou du postmodernisme d'aujourd'hui. Mais ce faisant, cette prose et cette poésie ne font que répéter et caricaturer leurs prédécesseurs. » Donc on partait de là, et les auteurs notent effectivement que l'ironie est l'arme de presque toute la nouvelle vague littéraire, mais son importance est nettement minorée. Donc je cite encore une fois, « Et pourtant, le courant social et critique l'emporte sur cette prose et cette poésie, que ce soit les récits sur l'armée du vétéran de la guerre afghane Oleg Yermakov, ou encore ceux de l'appelé Alexandre Terlechov, ou bien encore les récits du dissident d'hier, Léonid Borodine, etc. » Donc je passe, tous suivant l'exemple de la littérature russe classique, ont pour cible la réalité. Ni les métaréalistes, ni etc., ne sont capables de rivaliser avec la littérature qui s'est créée pendant les années de la terreur et qui a été créée par la terreur. Donc c'est comme ça que se finit l'histoire de la littérature russe. Et ça ne correspond pas à ce qu'on a vu évidemment dans les années 90. On peut aussi noter que ni Vladimir Sorokin ne figure pas dans l'index alphabétique des noms propres cités. Prigov et Epstein le sont à peine. Donc on voit qu'il y a une perspective qui était à revoir. Bitov, donc André Bitov, est cité en tant que membre de la génération des quadragénaires, des Sorokalitni, donc comme Vladimir Makhanin et d'autres, et non pas comme un précurseur du postmodernisme, place qu'il a occupée par la suite dans les histoires de la littérature. Les auteurs semblent reprendre à leur compte le procès qui leur a été fait, je cite, leur faiblesse dans leur vision du monde, objet de dérision et de parodie, et dans l'absence d'un système de valeurs personnelles clairement établi. Alors, ça c'est l'ouvrage français. En 30 ans, il n'y a pas eu de nouvel ouvrage en français sur la question. Il y a eu en revanche beaucoup de travaux, en particulier de Marc Lipovetsky. D'abord sa thèse, rédigée dans les années 90 sur le ruski postmodernisme, publiée à Ekaterinbourg. Et puis, après son départ pour les États-Unis, l'Université du Colorado, de nombreux articles et ouvrages, dont les paralogies en 2008, sur le discours postmoderniste et moderniste de la culture russe des années 1920 jusqu'à 2000. Le troisième volume du manuel de littérature russe contemporaine écrit par Marc Lipovetsky avec son père, Naum Lederman, donc c'est Современная русская литература, Новый учебник по литературе, et le troisième volume expose de façon très claire sa conception du postmodernisme russe. C'est également pendant les années 90, donc sur le vif, qu'un autre ouvrage a été publié par Kouritsin, mais lui c'est un acteur du postmodernisme et son but c'est de faire exister ce postmodernisme. Son ouvrage s'appelle Ruski literaturny postmodernisme. Il s'efforce de confronter la pratique littéraire russe aux théories occidentales. L'ouvrage apparaît comme une intention de faire exister de l'intérieur un postmodernisme russe. À la fin des années 90 est paru l'ouvrage de Skoropanova, La littérature russe postmoderne, destiné spécifiquement aux étudiants en littérature russe. La question du destinataire me paraît aussi très importante ici.
Après une introduction sur les théoriciens occidentaux du postmodernisme, elle propose d'appliquer cette grille, donc du postmodernisme occidental, cette grille de lecture à plusieurs auteurs ou textes de la littérature russe, tout en donnant, ce qui est intéressant, des points de vue différents et complémentaires d'autres critiques ou spécialistes. C'est-à-dire c'est une tentative d'interprétation, donc de confrontation des interprétations, qui donne du nouveau phénomène un tableau relativement nuancé et distant. Et les textes mêmes sont donnés à la fin du volume. Et puis en 2004, donc ça c'était 1999, et en 2004 est paru l'ouvrage de Bogdanova, donc le postmodernisme dans le contexte de la littérature russe contemporaine, des années 60 à 90 du XXe siècle et début du XXIe siècle. Et là on revient, j'interprète déjà, on revient à une approche très conventionnelle. L'autrice, je vais dire l'autrice, considère successivement les tendances postmodernistes dans la prose, puis dans la poésie, puis dans le drame. À chaque auteur correspond un chapitre et un trait postmoderniste, c'est-à-dire elle illustre un élément postmoderniste par un auteur. L'entreprise de Bogdanova semble être de faire, d'une part, entrer le postmodernisme dans un mouvement de développement normal de la littérature russe, et d'autre part, d'étendre au maximum les frontières temporelles de ce postmodernisme. Donc ce premier tour d'horizon nous amène à poser plusieurs questions. D'abord, on remarque que ces auteurs, sans exception, utilisent indifféremment le terme de postmodernisme et postmoderne, ce qui pose quand même comme s'il n'y avait aucune différence entre le caractère postmoderne donné par la situation postmoderne et l'intention postmoderniste. Pour moi, ce sont des choses quand même qui méritent d'être distinguées. Donc il faudrait circonscrire certainement, donner des limites théoriques et des critères plus précis entre postmodernisme et postmoderne. Finalement, ça revient, je pense, à l'histoire de la littérature et l'histoire littéraire. Il est particulièrement délicat de déterminer des critères au risque de qualifier de mauvais ou d'indigne ce qui n'est pas conforme aux normes établies. Et il est tout aussi périlleux de se baser sur une intention, parce que c'est justement dans un paradigme postmoderniste, quelle valeur donner à l'intention. Les auteurs ne sont pas tous d'accord, les auteurs d'histoire de la littérature ne sont pas tous d'accord sur les points de divergence entre postmodernisme russe et occidental. Et là aussi, il y a une question importante. Est-ce que certains disent que le postmodernisme russe n'existe pas, que c'est une grille occidentale qui a été artificiellement plaquée sur des textes qui sont du modernisme ou du réalisme. Ils ne sont pas d'accord non plus sur la continuité justement entre modernisme et postmodernisme, puisque pour certains observateurs, historiens de la littérature, le postmodernisme c'est le modernisme qui a repris, puisqu'il avait été figé, il gèle, il dégèle, et donc les auteurs qui se croient postmodernistes en Russie ne font que achever, aller jusqu'au bout de la démarche moderniste. Et puis se pose la question de la périodisation, j'ai déjà un peu évoqué. Est-ce qu'on prend en considération les années 90 ou plus largement, comme le fait donc Bogdanova, depuis le dégel khrouchtchevien jusqu'à le regel poutinien, on va dire. Est-ce qu'on peut donc, périodiser de cette façon-là? On peut en tout cas être d'accord sur le fait que le postmodernisme n'a pas été la fin de l'histoire, puisque l'histoire continue. Aujourd'hui, on le constate, même les écritures les plus postmodernistes, même Sorokin a abandonné l'ironie, l'intention postmoderniste. Alors, est-ce qu'on peut garder certains textes, donc dresser une sorte de bilan, délimiter un corpus de textes postmodernistes russes? Est-ce qu'il faut limiter ce corpus à la prose et à la poésie? Est-ce qu'il faut y inclure les œuvres théâtrales, les essais, y compris les essais critiques? Je pense à Прогулки с Пушкиным, les promenades avec Pouchkine, qui avaient à la fois l'intention et qui ont eu un effet postmoderniste évident. Et puis on pourra donc s'interroger sur ce qu'il reste du postmodernisme dans la situation contemporaine de la Russie de Poutine.
Est-ce que ce postmodernisme russe est irrémédiablement lié aux années Eltsine? Quel est le rapport avec le pouvoir, évidemment, avec la politique? Est-ce que ce postmodernisme était un art engagé? Est-ce qu'aujourd'hui, l'art engagé est encore postmoderniste par justement son désir de déconstruction d'un discours dominant? Alors, je commence donc par une sorte de définition, mais est-ce que c'est une définition ou une description? Là aussi, la question se pose. Le postmodernisme est un ensemble de textes qui expriment le sentiment que le monde et la réalité ne sont pas ordonnés dans un cosmos soumis à une hiérarchisation absolue et transcendante. Et donc c'est une remise en question du progrès. Le progrès n'existe pas. La culture s'est épuisée au point de ne pouvoir que se répéter indéfiniment. Donc c'est un sentiment de fin de siècle, de décadence, de désillusion, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire de la littérature. Je pense qu'on pourrait ramener le postmodernisme russe à cette décadence fin de siècle. Évidemment qu'il faut mettre en perspective avec les années 2010, qui montrent que, bien sûr, le rapport à la réalité est à nouveau central, et je dirais à la fin. Donc il est, à notre avis, abusif de chercher dans la littérature du dégel khrouchtchevien les racines du postmodernisme, dans la mesure où, au contraire, le dégel a été un moment de tension vers quelque chose de nouveau, donc un moment d'espoir, d'illusion. En revanche, les mouvements qui sont nés pendant le dégel ont été contraints à la dissidence, et pour certains, ils ont été fatigués très tôt, enfin ils ont été touchés très tôt par cette fatigue ontologique. Peut-être justement Vénédicte Elafé, un des précurseurs du postmodernisme, a exprimé cette fatigue qu'on retrouve après dans les critères du postmodernisme. Mais il me paraît difficile de généraliser, comme le fait Bogdanova, donc cette idée que le postmodernisme naît dans les textes, en particulier les nouveaux textes, dans les textes du dégel. La situation soviétique fait que le postmodernisme occidental est impossible en URSS et dans les pays de l'Est, et on est donc obligé, me semble-t-il, d'admettre qu'il y a une variante orientale du postmodernisme, plus politique ou politisée qu'en Occident, où la protestation est dirigée contre une société de consommation et non contre le pouvoir ou la démocratie capitaliste. Mais il y a quand même une rencontre objective entre le mal-être des Occidentaux et celui des Soviétiques. En URSS comme en Occident, il y a le sentiment d'une société du spectacle et aussi d'une fin de l'histoire à cause peut-être de la guerre froide et du statu quo qui dure. Donc c'est ce que Lyotard a appelé la situation postmoderne, situation qui s'impose à tous et qui a une influence sur tous. Les écrivains réalistes qui sont à l'écoute de cette situation ne peuvent que la refléter aussi dans leur écriture. C'est pourquoi on peut déceler des traits postmodernes chez la plupart des écrivains russes des années 90. Moi, je pense à Vladimir Makhanine, dont je connais mieux l'œuvre, mais il faut donc y voir aussi une trace de leur réceptivité, de leur liberté et de leur sincérité. D'un autre côté, en URSS, la situation de monopole de la pensée et des formes de l'expression artistique pèse d'autant plus que ce monopole avait été assoupli dans les années 60. Or, le postmodernisme occidental est aussi une déconstruction des discours et des textes. Et si l'on privilégie cette définition, le postmodernisme se situe dans la ligne du poststructuralisme, et les conceptualistes moscovites qui sont considérés aussi comme des postmodernistes, comme les précurseurs du postmodernisme, ils sont tout à fait effectivement fondés à être désignés comme tels, bien que leur engagement politique soit manifeste. Il est indissociable d'un engagement esthétique et ontologique. Et ça paraît contradictoire avec l'idée de distance, d'ironie, c'est pour ça que je souligne. La déconstruction des discours idéologiques ou de propagande, le Sotsart, amène à une interrogation des écrivains et des poètes sur leur propre statut d'autorité, sur leurs propres textes, la mort de l'auteur, etc. L'écrivain postmoderniste ne peut plus se prendre au sérieux dans sa fonction d'auteur. Il ne peut avoir recours qu'à l'ironie, et il ne peut que jouer à l'auteur. Mais ce jeu est créatif, il ménage des interstices bien plus productifs que la mimésis attentive et fidèle.
à condition que le lecteur accepte le principe du jeu et donc qu'il y ait un nouveau pacte de lecture. Et par exemple, pour le texte d'Abraham Terz, donc Kabuki Pushkin, visiblement, le pacte a été difficile à établir avec les lecteurs puisqu'il a été accueilli de façon extrêmement négative. C'est précisément ce qui est impossible, ce nouveau pacte de lecture en URSS jusqu'aux années 90, en raison du monopole de la pensée, non seulement par le pouvoir, mais par la critique en général, les grosses revues d'une façon générale. Mais la situation socio-économique, la guerre des revues, la création de la privatisation aussi d'une certaine façon, a mis à mal ce monopole, ce qui a donné lieu à la polémique à propos du postmodernisme qui a été extrêmement violente au début des années 90. Donc il était question de relativisme moral, de crimes contre la langue, de crimes contre la culture, de postmodernisme agent de l'étranger, même virus comme le sida, hein, le sida venu de l'étranger, etc. Donc de cette polémique a fini par sortir un nouveau paysage littéraire avec des auteurs publiables dans les grosses revues, et des auteurs non publiables dans les grosses revues, mais publiables, enfin qui publiaient qui étaient destinés à des tirages de masse, d'autres pour la lecture en ligne, sur les blogs, etc. Donc c'est difficile de déterminer des critères, étant donné qu'il y a plusieurs champs littéraires qui se superposent. Et effectivement, je pense que les critères doivent être laissés aux critiques, et les œuvres, finalement, l'étude des œuvres, effectivement, doit être l'objet de la critique littéraire. L'histoire de la littérature devrait s'interroger davantage sur les transformations, effectivement, et peut-être sur les genres et sur les formes donc, qui émergent. La périodisation. Alors, on s'accorde généralement pour considérer les années 90 comme les années postmodernistes en Russie, en raison de la polémique littéraire et de l'omniprésence du mot dans le champ littéraire depuis 1989, date du début de la Glasnost, et jusqu'à 1997, date d'une création d'une académie de la critique littéraire, où les critiques ont eux-mêmes déterminé leur propre champ d'autorité, disons. Et où on a cessé de vouloir uniformiser le champ littéraire. Il y a eu des clans entre lesquels il n'y avait plus de discussion possible, il n'y avait plus de terrain commun. Alors selon, je vais essayer d'accélérer, les historiens de la littérature ont souvent trouvé les prototypes des œuvres postmodernistes russes dans les mouvements dissidents des années 70. Et c'est Mark Lipovetsky qui, le premier, dès sa thèse, donc, a distingué trois œuvres, La Maison Pouchkine d'André Bitov, Moskva Petushki de Vénédict Yerafeev et L'École des idiots et les autres romans de Sacha Sokolov. Alors ces trois piliers, disons, donnent une représentation unifiée de la littérature russe en plaçant côte à côte un écrivain dissident, c'est Yerafeev, qui n'a pas été publié officiellement en URSS, un écrivain officiel, parce que Andrei Bitov était quand même un écrivain publié, et un émigré, Sacha Sokolov. Et il est intéressant de remarquer que si Yerafeev et Bitov sont repris par Skoropanova, donc les deux ouvrages sur le postmodernisme dont j'ai parlé au début, par Skoropanova et Bogdanova comme représentants du postmodernisme russe, Sacha Sokolov, lui, est omis. Donc le cadre spatial est resserré au territoire russe. Ensuite, Skoropanova, donc celle de 1999, distingue trois périodes dans le postmodernisme russe, une période de formation, une période de consolidation et une période de légalisation. La formation, ce serait de la fin des années 60 et toutes les années 70, celle des précurseurs, auxquelles Skoropanova ajoute justement les promenades avec Pouchkine de Abraham Terz, mais aussi, et là c'est plus, ça m'interroge davantage, les 20 semaines en art-histoire de Iosif Brodsky.
Brodsky est considéré comme un précurseur du postmodernisme russe. Alors, d'autres qui sont plus évidents, c'est Nekrasov, Lev, Rubinstein, sont ajoutés aussi à cette période de formation du postmodernisme. La période de consolidation pour Skarapanova, c'est la fin des années 70 et les années 80, où s'affirme dans le sillon du post-structuralisme un nouveau rapport au monde et à la culture comme à un texte qui doit être interrogé comme tel et donc déconstruit. Alors là, elle évoque de façon tout à fait attendue Viktor Yerafeev et son post-humanisme, Vladimir Sorokin, Evgeny Popov, Mikhail Berg et d'autres. Et vient la légalisation des années 90, où Skarapanova cite les vers de Timur Kibirov, Dmitri Prigov. Mais alors là aussi, on peut s'interroger. Les maniéristes courtois, c'est quand même un peu différent à mon avis, mais elle inclut donc, en considérant que c'est une tentative d'inventer un groupe avec un manifeste, mais il y a une intention ironique quand même dans cette création d'un groupe littéraire à la façon du début du XXe siècle, en fait, hein, avec un manifeste, et de réinventer le lyrisme courtois, enfin l'amour courtois, etc. Moi, effectivement, il y a une intention, mais est-ce que ça peut être mis sur le même plan, enfin, est-ce que ça peut être vraiment inclus dans le postmodernisme russe? C'est une interrogation. Et elle inclut également l'impasse infinie de Skanechny Tupik de Garokovsky, les récits de Joukowski, la pièce de Ludmila Petrouchevska d'après un récit de Dovlatov sur la zone. Cette pièce s'appelle Zone d'homme, Mushka Zona. Et remarquons que Pelevin n'est pas cité, par exemple, alors qu'on pourrait penser qu'il s'inscrit dans cette période de légalisation du postmodernisme russe. Bogdanova, la troisième, propose donc un cadre temporel, à mon avis, abusivement élargi, puisque pour elle, le postmodernisme est déjà en germe dans la littérature du dégel des années 60, et par exemple, dans ce qu'on a appelé la prose des lieutenants, c'est-à-dire la prose qui évoque l'expérience de la guerre d'un point de vue divergent de l'expérience du point de vue officiel, mais du point de vue des simples soldats, parfois victimes des erreurs des chefs. Elle évoque aussi toute la prose rurale, c'est-à-dire Astafiev, Rasputin, etc., comme étant des prémices du postmodernisme russe. On a vraiment du mal à suivre. Et donc son pendant, la prose urbaine des quadragénaires, comme également postmoderne, puisque Andrei Bitov appartient à cette génération. Et donc elle propose de ne pas réduire le postmodernisme russe d'avant la glasnost à la dissidence et à l'underground, et donc de l'étendre, vous voyez, à quasiment toute la littérature post-réalisme socialiste. Et donc il semble qu'elle s'applique à normaliser et légaliser elle-même le postmodernisme en l'étendant à toute cette littérature russe, s'écartant un tant soit peu du réalisme socialiste. Donc tout naturellement, elle propose de considérer les années 1950, début 60, comme celle de la formation, les années 60-80 comme la consolidation, les années 80-2000 comme celle de l'essor et de l'extension du postmodernisme à tous les domaines artistiques. Et elle suggère que, de la même façon que 1917 n'a pas été une rupture, la glasnost, enfin donc n'a pas été une rupture, n'a pas eu une importance fondamentale pour le développement du postmodernisme. Donc c'est une continuité, ce n'est pas une borne pour la périodisation de Bogdanova. Donc cette représentation du processus littéraire comme un développement déterminé, orienté, c'est une vision qu'on pourrait qualifier de moderne, où l'historien de la littérature s'applique à relier les phénomènes entre eux, à en trouver le sens, et de façon extrêmement paradoxale, le réalisme socialiste, dans cette narration, dans ce récit, devient le point culminant de l'avant-garde, alors que la prose rurale s'inscrit dans le postmodernisme. Cette approche a le mérite de la clarté, de la simplicité, elle rend accessible, elle nivelle, mais elle trahit, puisque Sholokhov et Solzhenitsyn se trouvent embarqués dans le même bateau que Vainovitch et Charlamov. C'est le courant postmoderne. Donc, ça ne paraît donc pas du tout souhaitable de conserver cette approche. Alors, si on, très rapidement, donc le corpus et classification, donc Lipovetsky consacre un chapitre dans le tome 3 au postmodernisme, où il distingue aussi la poésie, la prose et le théâtre. Pour la poésie, il cite les anciens conceptualistes.
et Kibirov, pour la prose, Tatiana Tolstoï, Vladimir Sorokin, Viktor Pelevin, mais aussi Evgeny Popov, Charov, Viktor Yerafeev, et même Petsour, Bouïda et Kouraïev. C'est aussi... bon. Oui, enfin, ça. Pour le théâtre, les drames de Vénédict Yerafeev et ceux de Nina Sadour, ça c'est. Et ensuite, il propose tout un chapitre sur le post-réalisme. Donc ça, c'est l'idée de Lipovetsky, c'est que le postmodernisme a été dépassé par un post-réalisme avec pour figure phare Mikhail Shishkin, Sergei Davlatov, Vladimir Makanin et puis d'autres, y compris Ludmila Petrouchevskaya et Brodsky. Voilà. Donc c'est aussi c'est un post-réalisme qui n'est pas très périodisé, parce que ça prend quand même, c'est pas postérieur au postmodernisme, semble-t-il. Koulitsyn, lui aussi, mentionnait Brodsky comme poète. Alors lui, il ne disait pas postmoderniste, mais post-postmoderniste. Et Skoropanova, au contraire, compte Brodsky, je l'ai déjà dit, au nombre des précurseurs du postmodernisme. Et pour la... Bon, je ne reviens pas sur les... Alors, pour Skoropanova, c'est la troisième vague qui est la vague... elle compte deux vagues qui précèdent, et puis une troisième vague dans laquelle entrent à la fois Brodsky, Prigov, Sorokin, Bitov, Ludmila Petrouchevskaya, Gałkowski, enfin Pelevin, et elle mentionne le ralliement des écrivains venus du réalisme et du modernisme, et elle tente, alors une classification mais qui n'est pas poussée jusqu'au bout, où on pourrait distinguer le postmodernisme narratif, le postmodernisme lyrique, ou même le postmodernisme post-philosophique, ce serait Gałkowski, c'est Beskonieczny Tupik, le postmodernisme mélancolique, écologiste, par exemple dans Bitov, les Agorcho, mais ce serait écologiste, le postmodernisme féministe, etc. Et donc vraiment une extension maximale des textes postmodernistes. Mais il faut constater... non, oui, c'est ça. Des textes postmodernistes. Et enfin, pour Bogdanov, j'ai déjà montré qu'elle aussi, elle voulait une extension maximale, mais alors du cadre temporel. Mais il faut reconnaître qu'elle ne prétend qu'à montrer des tendances. Elle ne prétend pas faire un corpus clos, avec des limites, du postmodernisme. Ce sont des tendances dans le contexte général de la littérature russe contemporaine, ce qui explique ce cadre temporel très large. Donc pour conclure, on peut conclure provisoirement bien sûr, il faudrait décider si postmodernisme est équivalent à postmoderne. Il me semble qu'il faudrait être clair sur cette question. Moi je dirais que non, parce que je ne voudrais pas que Shalamov entre dans le postmodernisme russe tel que je me le représente. Il me semble que c'est vrai que tous les auteurs, même ceux qui ont pour objet la réalité, jouent avec le texte. C'est pas une exclusivité des postmodernistes. Makanin, Shishkin jouent avec le texte. Mais il est difficile de déterminer si c'est la situation postmoderne ou si c'est la réalité postmoderne. On peut aussi s'interroger sur la réalité postmoderne. À la question de l'opposition entre postmodernisme russe et occidental, je penche pour le fait qu'effectivement les concepts occidentaux ont été utilisés à défaut pour décrire une situation en réalité post-soviétique ou post-réalisme socialiste, qui n'est pas celle des pays occidentaux. Donc bien qu'il y ait des choses en commun, la déconstruction, on peut aussi mettre en évidence les différences. Paradoxalement, l'art postmoderniste russe est engagé. Les conceptualistes, même Sorokin, c'est engagé dans le sens de la déconstruction des canons et des classiques, justement. Finalement, le postmodernisme, malgré ce qu'en ont dit les écrivains à l'époque, dans les années 90, c'est une remise en mouvement de la culture, alors qu'il prétendait être la fin de la culture. Lipovetsky dit que le postmodernisme littéraire russe est autochronique, c'est-à-dire qu'il s'est développé dans les années 70 en dehors de toute influence occidentale. Voilà, je pense qu'il y a aussi à revoir certainement beaucoup de choses.
La réflexion mérite d'être. Je pense que lui-même, d'ailleurs, a commencé cette réflexion. Et puis, pour la question de savoir si le postmodernisme russe existe ou a existé, Novikov répondait non. Moi, je pense quand même que si. Il y a bien eu une esthétique nouvelle, liée à une nouvelle morale anti-totalitaire, une nouvelle liberté par rapport à la morale, alors faite d'ironie, de distance, de second degré, de jeu, relativisme moral ou pluralisme. Une façon quand même de privilégier la circulation diffuse, l'horizontalité, les marches sur le centre. Il y a la remise en question des oppositions binaires. On peut être simultanément une chose et son contraire, humain et animal, vieux et jeune, homme et femme. Le sujet est remis en question, il s'efface. Pendant quelques années, il y a certes un arrêt de la narration, des genres narratifs, au profit donc de la recherche d'un nouveau style, d'un nouveau rapport aux mots, avec une remise en cause de la fonction didactique de la littérature. Tout ça me semble être du postmodernisme. Mais on doit se reconnaître qu'il est impossible de donner un corpus, des limites précises. Aucune classification ne tient la route pour le moment. Chaque auteur reste une monade individuelle, à quelques exceptions près, peut-être les maniéristes courtois, justement. Et ce qui les réunit, c'est la provocation, le rejet aussi par une critique normative. Le devenir, eh bien, on voit les postmodernistes, Sarokin, Pelerin, ont investi le champ de la littérature de masse, du lecteur qui attend la fantasy, la science-fiction, la fiction historique, la fiction politique. Ils se sont mis à appliquer des recettes d'écriture, souvent leur garantissant le succès auprès des lecteurs, et avec de moins en moins d'ironie en fait. Au début c'était fait de façon ironique, pour déconstruire justement les mécanismes, les recettes, et puis ça l'a été de moins en moins. Aujourd'hui, la littérature, me semble-t-il, la littérature c'est le plus souvent sérieuse, grave, et le réalisme est réhabilité, en particulier les genres comme les mémoires, les essais, la géopoétique, le reportage littéraire, etc. Merci. Merci beaucoup Isabelle Després pour cet exposé qui nous permet d'avoir largement 10 à 15 minutes de discussion. Donc c'est magnifique. Merci beaucoup. Deux petites remarques. On voit bien effectivement les dangers auxquels nous serions soumis, nous serons soumis si on veut tout étiqueter, tout classer. Puisqu'il semble que ce soit les risques auxquels s'exposent les auteurs que vous avez évoqués. L'autre chose qui me vient à l'esprit, c'est quand même que dans cette tentative pour faire remonter l'apparition de quelque chose d'équivalent postmoderne aux années 50, il y a peut-être consciemment ou inconsciemment, il y a une visée nationaliste finalement. On retombe sur une problématique typique du 19e siècle. Est-ce qu'on a une littérature secondaire d'imitation de ce qui se fait dans les métropoles littéraires qui sont les pays d'Europe occidentale, ou est-ce qu'on a une littérature qui se développe de manière organique et autochtone et qui ne doit donc rien à l'Occident? Voilà la difficulté à sortir quand même de cette discussion-là. Voilà, d'où romantique et post-romantique du 19e. Et d'ajouter une voix à ces voix. Je pense qu'il faut effectivement sortir de cette vision auto-chronique et auto-centrée. C'est l'intérêt, et ça rejoint ce que nous disait Catherine Géry, c'est l'intérêt de dépasser une histoire littéraire qui procède par monade et par romans nationaux. Si on envisage les choses de manière globale, donc il n'y a plus besoin de savoir qui a été premier, qui a été second, est-ce qu'on est donc marginaux ou au centre, etc. Merci. Il y avait deux autres questions, Marie-Christine, et puis Philippe. Oui, alors première question, Bogdanova, c'est Pauline Bogdanova? Non, j'ai que les initiales. Je connais les mauvais livres de Pauline Bogdanova.
Non, bon, peu C'est importe. O. Oh non, c'est pas. Son Oh, prénom commence par un O. J'ai pas plus. Alors, bon, après, une petite remarque, mais tu l'as mentionné à 2 reprises, je pense qu'il ne faut pas oublier effectivement la littérature dramatique dans le corpus, parce que la posture de l'écrivain dramatique ou du dramaturge est très différente au fil des siècles. Alors, la question que je me pose là, en fait, en fin de matinée, c'est en fait, la question de méthodologie. Il apparaît donc finalement que tout le monde a tendance à pencher du côté de l'histoire littéraire plutôt que du côté de l'histoire de la littérature. Donc ça, c'est une première chose. Après, la question de la périodisation, donc elle a été au centre de cette matinée, mais au fond, comme il a été dit dans les exposés introductifs, voilà, on peut tout à fait procéder autrement, c'est-à-dire procéder par, je sais pas, par canon, par réception, etc. Ce qui a peut-être l'avantage de moins craindre le manque d'exhaustivité. Bon, c'est une question, j'en sais rien. Mais ce qui me semble, si on adoptait le découpage périodique, chronologique, il me semble qu'à ce moment-là, les outils méthodologiques devraient être changés en fonction des périodes, parce que je ne pense pas qu'on pourra utiliser les mêmes outils pour le XXe siècle que ceux qu'on utilisera pour le XVIIIe ou XIXe siècle. Donc ça pose un problème de méthodologie. Ensuite, il me semble que, pour répondre à la remarque qui a été faite, est-ce qu'on déconstruit complètement, est-ce qu'on a une position un peu militante, et est-ce qu'on va contre ce qui a été fait jusqu'à maintenant? Ça me semble complètement lié à la question du destinataire, du lectorat. C'est-à-dire qu'un lectorat grand public, me semble-t-il, serait perdu si on commençait à rentrer lui en tête dans les canons qu'ils ont plus ou moins assimilés à l'école. Donc la question de la réception du lectorat est essentielle pour définir en fait les outils méthodologiques. C'est-à-dire que si on a un que sais-je, bon, la question se pose moins. Si on a 5 volumes, la question se pose évidemment, etc. etc. Voilà. Donc, pour finir, effectivement, je crois qu'il faudrait faire une discussion assez serrée sur certaines étiquettes. Et je pense que là, l'exposé que tu as fait sur le postmodernisme, postmoderne, me semble absolument cibler la difficulté. C'est-à-dire que pour moi, effectivement, en tout cas dans le domaine de la dramaturgie, ce qui est qualifié de postmoderne, c'est du post-soviétique et pas du tout du postmoderne. Donc voilà, qu'est-ce qu'on met derrière certains termes, notamment pour revenir à une période antérieure, qu'est-ce qu'on met, comment on définit en russe, le naturalisme, par exemple. Combien de fois on a appliqué cette étiquette, c'est une pièce, c'est un roman naturaliste. Or, évidemment, le naturalisme français n'a rien à voir avec ce que les Russes pensent être du naturalisme, etc., etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une grosse discussion à mener sur les définitions et sur les étiquettes des genres, etc. Donc je pense que c'est à faire, parce que c'est l'occasion. Oui, merci beaucoup. Je rebondis juste et je donne la parole à Philippe. À moins que quelqu'un veuille rebondir aussi, c'est juste une question primordiale, c'est les étiquettes, qui invite également à regarder en parallèle histoire de la littérature et histoire de la critique. Comme ça a été entamé aussi avec le livre de Evgeny Dabrienko sur l'histoire de la critique en Russie, et qui permet également de replacer du coup à chaque fois dans le contexte les différents termes, les concepts, les étiquettes, etc. Philippe ? Oui, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai 2 questions en fait. La première, est-ce que les écrivains soviétiques, russes eux-mêmes, est-ce qu'ils se disent postmodernistes? Et si oui, c'est à partir de quel moment? Parce que je pense que peut-être il serait important de prendre ça en compte quand on veut créer une périodisation. Et la deuxième question, un peu sur le même sujet, est-ce qu'il existe des études de travaux qui révèlent en fait en quelle mesure les écrivains soviétiques ils connaissaient les textes des postmodernistes occidentaux, parce que ça serait aussi intéressant, je trouve. Oui.
Alors, enfin, je ne sais pas, c'est peut-être d'autres ont des meilleures réponses que moi, mais je pense que les premiers écrivains qui se sont revendiqués comme postmodernistes, ils étaient plutôt des militants, comme c'était Kounitsin, c'était Viktor Yerafé, c'était Epstein surtout, hein, c'était Mikhail Epstein. Est-ce que c'était vraiment en tout cas, c'était pas des écrivains au sens des auteurs de romans, enfin, c'était clairement. Donc, et puis, c'est donc les années 90, hein, c'est pas avant, bien sûr. Enfin, bien sûr, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Et puis pour la deuxième question, donc ce sont pas, voilà, c'est une étiquette revendiquée par des écrivains militants, disons. Et puis l'autre question, c'était sur la connaissance des textes des textes de Derrida, etc. Je crois qu'elle était pas très. Je pense pas que